Aujourd'hui, nous allons parler de la relativité restreinte et générale. Mais avant de commencer, faisons un petit retour en arrière. Au XVIIe siècle, Isaac Newton décrit un univers ordonné et prévisible. Dans sa vision, l'espace et le temps sont perçus comme un cadre fixe et immuable. Ils existent de façon absolue, indépendamment de ce qui s'y déroule. Les objets obéissent à des lois de mouvement et la gravité est une force mystérieuse qui attire les corps les uns vers les autres. C'est grâce à Newton que l'on comprend pourquoi une pomme tombe au sol ou pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. On soupçonnait déjà que la lumière se propageait à une vitesse finie, notamment grâce aux observations de Romer en 1676. En étudiant les éclipses du satellite Io de Jupiter, il remarqua que leurs arrivées variaient en retard ou en avance selon la position de la Terre par rapport à Jupiter. Cette variation relevait que la lumière mettait un certain temps pour parcourir la distance entre les deux planètes, constituant ainsi la première preuve expérimentale de la rapidité finie de la lumière. Mais à cette époque, ce n'était pas une certitude pour tous, car beaucoup d'astronomes et scientifiques continuaient de penser que la lumière se propageait instantanément. Toutefois, pendant 2 siècles, ce modèle de Newton fonctionna extrêmement bien jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsque les physiciens commencèrent à constater que certaines expériences ne correspondaient plus à cette vision, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle compréhension de l'univers. C'est Maxwell, un physicien du XIXe siècle, qui, en 1865, a apporté la preuve définitive que la lumière voyage à une vitesse finie d'environ 300 000 km/s. En unifiant les phénomènes électriques et magnétiques en une seule onde électromagnétique, il démontra à travers des équations complexes que cette onde se propageait à la même vitesse que celle mesurée expérimentalement pour la lumière. Cette démonstration fut confirmée en 1887 par l'expérience de Michelson et Morley, qui cherchaient à détecter la présence d'un vent d'éther censé influencer la vitesse de la lumière selon le mouvement de la Terre. Leurs résultats négatifs, ne révélant aucune variation de la vitesse lumineuse, établit que la vitesse de la lumière reste constante, quelle que soit la direction ou la vitesse du déplacement de la Terre. Mais, selon la mécanique de Newton, les vitesses doivent s'additionner. Par exemple, si une balle est lancée vers l'avant dans un train en mouvement rectiligne et uniforme, sa vitesse, mesurée par une personne immobile sur un quai, est la somme de la vitesse du train et de celle de la balle. Or, les expériences de Michelson et Morley ont montré que, contrairement à cette mécanique classique, la vitesse de la lumière reste toujours la même, quelle que soit la vitesse ou la direction de l'observateur par rapport à la source lumineuse. Cette invariance de la vitesse de la lumière défie ainsi les lois traditionnelles du déplacement et a constitué un véritable casse-tête pour les physiciens. Et c'est en 1905 qu'Albert Einstein propose une idée brillante et révolutionnaire pour résoudre cette contradiction, à savoir concilier l'addition des vitesses selon la mécanique de Newton avec le fait que la vitesse de la lumière demeure constante quelle que soit la vitesse ou le mouvement de l'observateur. Einstein va appeler cette idée la relativité restreinte, qui repose sur 2 principes simples dont découle directement, comme conséquence, la relativité de la simultanéité qui n'est plus la même selon le point de vue de l'observateur. Premier principe, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Un référentiel inertiel est un cadre d'observation où un objet qui ne subit aucune force reste immobile ou se déplace en ligne droite à vitesse constante. C'est l'équivalent d'un endroit où les lois de la physique, en particulier celles du mouvement, fonctionnent de manière simple et prévisible, sans complications dues à des accélérations ou des virages. Reprenons l'exemple du train, roulant à vitesse constante sur une voie droite et stable, sans secousse ni virage. Si une balle est posée sur le sol, elle reste immobile par rapport au train, sans rouler
car il n'y a pas d'accélération. Ce train constitue donc un référentiel inertiel où le mouvement naturel des objets n'est pas perturbé. Mais si le train freine ou tourne, la balle roule ou glisse en raison de l'accélération ou du changement de direction. Ce n'est alors plus un référentiel inertiel, car des forces apparentes, comme l'inertie qui pousse la balle, viennent compliquer le mouvement. Donc, dans un référentiel inertiel, toutes les expériences physiques réalisées à l'intérieur, comme dans le train, qu'il s'agisse de lancer une balle ou de mesurer des forces, se déroulent exactement comme si le train était immobile. Le deuxième principe, comme on l'a vu, l'invariance de la vitesse de la lumière a été mise en évidence expérimentalement par Michelson et Morley en 1887, remettant en cause l'existence de l'éther. Einstein, en 1905, a ensuite fait de cette invariance un postulat fondamental de la relativité restreinte, l'utilisant comme base théorique de sa démarche. Pour résoudre cette contradiction, Einstein conclut que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais relatifs. Le temps peut se dilater et les longueurs se contracter afin que la vitesse de la lumière reste invariante dans tous les référentiels inertiels. Ce principe fondamental constitue la base de la relativité restreinte qui intègre ces idées dans un cadre cohérent. Ces effets de dilatation du temps et de contraction des longueurs ne deviennent significatifs que lorsque l'on atteint des vitesses proches de celles de la lumière. Dans notre quotidien sur Terre, ces phénomènes sont imperceptibles. Que se passe-t-il alors si l'on se déplace à la vitesse de la lumière et que l'espace et le temps s'adaptent? Pour répondre à cette question, Einstein a montré que la géométrie de l'univers n'est plus euclidienne. L'espace et le temps ne sont plus séparés, mais réunis au sein d'une structure à 4 dimensions. L'espace-temps, composé de 3 coordonnées spatiales, x, y et z, et d'une coordonnée temporelle, t. Pour le représenter de façon simplifiée, on réduit ce modèle à 2 dimensions. L'axe horizontal correspond alors à une coordonnée spatiale et l'axe vertical au temps. On obtient ainsi un diagramme d'espace-temps qui permet de visualiser les trajectoires ou lignes d'univers des objets. Dans ce cadre, imaginons par exemple qu'on est à bord d'un vaisseau spatial hypothétique voyageant à 99% de la vitesse de la lumière. Pour un observateur resté sur Terre, le temps à bord du vaisseau ralentit. Ainsi, quelques années vécues par l'équipage pourraient correspondre à des décennies, voire des siècles écoulés sur Terre. De plus, les longueurs dans la direction du mouvement se contractent. Le vaisseau apparaît donc plus court à cet observateur terrestre. Ces effets sont réels et mesurables dans le cas des satellites GPS où de légères corrections relativistes sont appliquées. Je vous renvoie à ma vidéo « Le décalage temporel des satellites ». À cela s'ajoute une autre conséquence majeure. La simultanéité n'existe plus. Elle devient relative car 2 événements perçus comme simultanés par un observateur peuvent apparaître décalés dans le temps pour un autre se déplaçant rapidement. Si on reprend l'exemple de notre vaisseau à grande vitesse et que 2 lumières s'allument simultanément à bord pour l'équipage, un observateur resté sur Terre pourrait percevoir que l'une s'allume avant l'autre en raison de la différence de mouvement et du temps que met la lumière pour lui parvenir. Cette différence de perception entre l'observateur terrestre et l'équipage du vaisseau spatial s'explique principalement par le changement de perspective lié aux transformations de Lorentz qui décrivent précisément comment les coordonnées de temps et d'espace d'un même événement se modifient entre 2 référentiels inertiels en mouvement relatif à grande vitesse. Ces transformations décrivent comment le temps se dilate, les longueurs se contractent et surtout comment la notion de simultanéité dépend du référentiel de l'observateur. Dans ce contexte où l'espace et le temps doivent s'ajuster, Einstein s'interrogea sur l'influence de l'énergie et du mouvement des objets. En physique classique, l'énergie cinétique dépend du mouvement
tandis que la masse d'un objet est considérée comme une quantité fixe et invariable, quelle que soit sa vitesse. Mais le raisonnement d'Einstein est le suivant. Il imagine un objet qui est au repos dans un référentiel, par exemple sur une table dans un labo. Dans son expérience de pensée, Einstein choisit la lumière pour le côté pratique, car elle voyage à la vitesse constante, c, conformément au postulat de l'invariance de la vitesse de la lumière. Il imagine donc une boîte qui émet simultanément 2 rayons de lumière dans des directions opposées, par exemple un vers la gauche et un vers la droite, chacun portant une certaine quantité d'énergie, L sur 2, donc une énergie totale de L. L'émission de cette lumière demande à la boîte une dépense d'énergie L, ce qui implique une perte énergétique. Grâce aux transformations de Lorentz, qui relient l'espace et le temps entre référentiels différents, Einstein analyse les conséquences de ce transfert d'énergie. Par ailleurs, bien que la lumière transporte de l'énergie, elle ne possède pas de masse au sens classique, ce qui permet à Einstein de distinguer clairement l'effet de cette énergie émise sur la masse de la boîte. Il se demande alors ce qui se passerait dans un autre référentiel. Il imagine un observateur passant à côté de la boîte à une vitesse proche de celle de la lumière, par exemple notre vaisseau spatial. Pour cet observateur en mouvement, l'énergie des rayons lumineux paraît différente à cause des effets relativistes, notamment l'effet Doppler relativiste, qui change la fréquence et donc l'énergie de la lumière perçue. Ce phénomène se manifeste par un décalage vers le bleu, appelé blue shift, lorsque la source se rapproche, ou vers le rouge, le redshift, lorsqu'elle s'éloigne. Mais selon le principe de conservation de l'énergie totale avant et après l'émission doit être la même dans tous les référentiels. Pour que cela soit possible, Einstein déduit que la boîte a perdu une petite quantité de masse, ΔM, proportionnelle à l'énergie émise selon la relation ΔE égale ΔM fois C au carré. La boîte perd donc de l'énergie sous forme de lumière, cette énergie étant transportée ailleurs par les rayons lumineux. Mais en relativité, perdre de l'énergie revient à perdre de la masse, car masse et énergie sont liées par la formule E égale mc2. Donc, en émettant une énergie L sous forme de lumière, la boîte devient légèrement moins massive et sa quantité de masse perdue est égale à ΔM égale L divisé par C au carré. Einstein a voulu montrer que la masse d'un objet ne se résume pas à sa simple pesanteur, c'est-à-dire juste une mesure de combien il pèse, mais qu'elle constitue une forme d'énergie. Grâce aux transformations de Lorentz, qui tiennent compte de la dilatation du temps et de la contraction des longueurs, il a comparé les phénomènes observés dans le référentiel de la boîte au repos et dans celui d'un observateur en mouvement. Et la conclusion, la masse et l'énergie sont équivalentes, reliées par la célèbre formule E égale mc2. À des vitesses proches de celles de la lumière, on comprend qu'un objet n'est pas simplement un poids, mais un véritable réservoir d'énergie. Même au repos, notre vaisseau possède une énergie immense enfouie dans sa masse grâce à la relation E égale mc2. Ainsi, que l'on soit à bord d'un vaisseau rapide ou que l'on émette de la lumière, la relativité restreinte révèle que l'espace, le temps, l'énergie et la masse sont liés, et c'est cette connexion qui rend cette formule si exceptionnelle. Cependant, la relativité restreinte a ses limites. Elle décrit parfaitement les phénomènes observés dans des référentiels inertiels, c'est-à-dire pour des objets en mouvement rectiligne uniforme. En revanche, elle ne tient pas compte des accélérations et encore moins de la gravité. Pour dépasser ces limites, Einstein doit encore aller plus loin. En 1907, il fait une découverte majeure, le principe d'équivalence, selon lequel il n'y a localement aucune différence entre les effets d'une accélération et ceux de la gravité. Convaincu que ce principe révèle un lien profond entre mouvement et gravitation,
il y consacre 8 années de réflexion avant de présenter en 1915 sa théorie révolutionnaire de la relativité générale. Cette théorie conserve le concept d'espace-temps introduit par la relativité restreinte, mais montre que cet espace-temps n'est pas plat comme précédemment, mais courbé sous l'effet de la matière et de l'énergie. La gravité n'est plus une force mystérieuse, c'est une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Pour mieux visualiser cette géométrie, on utilise souvent l'image d'un drap tendu. Si l'on pose une boule lourde dessus, le tissu s'affaisse. Si on lance une petite bille, elle roule en spirale autour de la boule. La bille n'est pas attirée au sens classique, elle suit simplement la courbe du drap. Et c'est exactement de cette façon que les planètes tournent autour du Soleil. La courbure de l'espace-temps entraîne des conséquences et des prédictions remarquables. Premièrement, la lumière elle-même suit la courbure de l'espace-temps et cela donne des phénomènes incroyables appelés l'antigravitationnel. Deuxièmement, le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif. Par exemple, une horloge posée au sol dans une vallée avance un petit peu moins vite qu'une horloge en haut d'une montagne. Cet effet provient du champ gravitationnel terrestre et se manifeste par un ralentissement du temps mesuré en comparant des horloges situées à différentes altitudes par rapport à une horloge de référence placée ailleurs, peu importe où, tant qu'elle sert de point stable pour comparer les autres mesures. La force gravitationnelle, donc la gravité, diminue avec l'altitude, elle est donc plus faible au sommet qu'au sol. En revanche, le potentiel gravitationnel, qui est une énergie potentielle par unité de masse et de valeur négative, devient moins négatif en s'éloignant du centre de la Terre, donc il est plus élevé en altitude qu'au sol. Troisièmement, la théorie prédit aussi l'existence des trous noirs, où la courbure est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. En résumé, la relativité restreinte a révélé que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais dépendent du mouvement de chaque observateur. La relativité générale, fondée sur le principe d'équivalence, a quant à elle redéfini la gravitation comme une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Ces deux théories constituent les fondements de la physique moderne. Elles ont permis de mieux comprendre le Big Bang, les galaxies, les trous noirs et influencent encore aujourd'hui de nombreuses technologies du quotidien. Toutefois, le génie d'Einstein a laissé ouverte une énigme majeure: parvenir à unifier la relativité et la mécanique quantique au sein d'une théorie unique.